Les préparatifs des prochaines élections imposent un calendrier serré à la Commission électorale nationale indépendante, dont le bureau s'est entretenu avec les bourgmestres des communes, autorités traditionnelles et autres chefs des municipales de Kinshasa. Notoirement déclaré opposant, Joseph Olengankoy a fait la part des choses lors du défilé du 54e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Contrairement à ses pairs, il a pris place à la tribune. D'abord, cette nouvelle, 315 prisonniers viennent de bénéficier de la loi d'amnistie promulguée par le chef de l'État Joseph Kabila à Kabangé, des prisonniers congolais emprisonnés en RDC ainsi que certains membres de l'ex-mouvement insurrectionnel du 23 mars installés à l'étranger. L'annonce de ces libérations a été faite par Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement. Je vous le disais tantôt, le leader du FONUS a assisté au défilé militaire du 30 juin dernier à la tribune de la place du Cinquantenaire sur le boulevard Triomphal aux côtés des officiels. L'opposant Joseph Olengankoy justifie l'acte par le fait que la fête de l'indépendance concerne tous les acteurs politiques sans différenciation des tendances. La présence de l'opposant Olengankoy au défilé militaire du 30 juin a surpris plus d'un. Beaucoup se sont interrogés. Le président des FONUS a-t-il été débauché? Est-il proche du régime Kabila? La réponse est sans équivoque. Le 30 juin n'est pas une affaire du président Kabila tout seul. Le défilé du 30 juin n'est pas la fête de Joseph Kabila. Le 30 juin, c'est la fête de l'indépendance du Congo. Vous avez vu en France, Mamina, l'actuel président français, Hollande, il a invité Sarkozy dernièrement pour aller ensemble dans leur fête nationale. Sarkozy qui est son opposant. C'est ça le monde. Le monde, on est d'une opposition d'idées. Cette fête nationale auquel nous devrions aller pour renforcer notre présence à côté de notre armée. Vivre ensemble. Qu'est-ce que cette armée est devenue? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire le lendemain? Ensemble. Ça, ce sont des questions d'intérêt national, Mamina. Une nation ne se divise pas face à leur armée. Et puisqu'il se considère comme le substitut d'Étienne Tshisekedi, Joseph Olengankoy compte bien tenter de fédérer ses pairs. Une plateforme est en gestation. Notre plateforme va bientôt voir le jour, comme vous le savez, les Debout Congolais. Et je crois que c'est au moment où je vais m'adresser à notre peuple, ils sentiront la différence d'une opposition et une autre. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, le Congo, c'est une affaire de nous tous. Et chacun de nous... Non, le Debout Congolais, c'est une plateforme dirigée par Joseph Olengankoy, auquel il y a plusieurs partis politiques, et vous allez bientôt le voir bientôt. Debout Congolais, ce sera plutôt un doublon, car une coalition du même nom existe déjà. Elle réunit l'UNC de Vital Kamerhe, les FARC de Martin Fayoulou et la société civile qui n'était pas aux concertations nationales. Des acteurs politiques se préparent aux élections et la Commission électorale nationale indépendante fait tout ce qui est à son possible pour leur faciliter la tâche à travers, entre autres, des concertations initiées avec l'équipe de M. l'abbé Apollinaire Malou qui vient de s'entretenir avec les chefs des municipalités de la ville de Kinshasa. Hier, le bureau de cet organe d'appui à la démocratie s'est entretenu avec les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Le rapporteur de la CENI est suivi du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le rapporteur de la CENI est suivi du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aujourd'hui, nous voici avec les représentants légitimes de la population de la ville de Kinshasa. Nous allons nous consacrer à des thèmes comme on vous l'a annoncé. Examiner l'évolution du processus électoral dans notre pays et parler du calendrier des élections urbaines, municipales et locales prévues pour 2015. Dans une année ou dans les jours qui suivent, il y aurait des élections sur l'échiquier national, raison pour laquelle nous sommes venus ici pour qu'il y ait vraiment un échange dans le but que les députés comprennent qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui suivent.
Les députés provinciaux du Nord Kivu étaient eux aussi en activité car ils ont pris part à Goma, accompagnés des ministres provinciaux aux journées d'information sur le rôle d'un parlementaire, des journées organisées par l'Union européenne dans le cadre de son programme d'appui aux institutions de l'appareil législatif congolais. Patrick Seloua pour les détails. Ces journées parlementaires d'information étaient des séances sans tabou où les participants se disaient des vérités en face quant à ce qui concerne la sécurité. Simon Kazungu est député provincial élu de Butembo. On constate que dans les Walikal au fin fond, il y a 10 policiers avec une arme. C'est à Goma qu'il y a tous les policiers, toutes les armes avec des véhicules motos presque concentrés ici. C'est vraiment un problème qui est réel. Au village, il y a des policiers, soit il a seulement des bérets, il a des bottines, il n'a pas son pantalon, mais il a son arme. Vous confondez policiers, rebelles, c'est ça la réalité mon général. Le général Vital Oumia Awashango, numéro 1 de la police au Nord Kivu, réplique à ces vérités de Kazungu en ces termes clairs. Au niveau de chaque territoire, le commandant est responsable et il a le rôle de les répartir équitablement. Jusqu'à aujourd'hui, il y a très peu de jeunes qu'on a recrutés. Il y a des vieillards, il y a toutes sortes de gens dans la police. La réforme viendra pour déterminer beaucoup de choses. Ces séances ont été saluées par l'autorité provinciale Julien Paluku Kaongia, qui les considère comme des rencontres d'auto-évaluation. Le bureau de l'Assemblée a estimé qu'il faut qu'on crée des moments où on se parle pour évaluer et l'action gouvernementale et l'action des assemblées pour que de façon détendue, nous puissions savoir qu'est-ce qui s'est fait, quelles sont les difficultés et comment nous devons faire face à toutes ces difficultés. Pour que nous voyions exactement depuis 2007 à ce jour, qu'est-ce que nous avons fait ensemble, quelles sont les erreurs que nous avons commises et comment nous devrions rectifier ces erreurs-là pour que à la législature prochaine, ceux qui viendront puissent tirer des leçons, des comportements bons ou mauvais que nous avons pu faire tout au long de cette législature. Notons que ces séances ont été organisées par l'Union européenne dans le cadre de son projet d'appui au Parlement. Au niveau du gouvernement national, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a installé les délégués syndicaux élus de l'administration de son ministère, une manifestation intervenue 23 ans après les dernières élections. C'est une cérémonie simple mais pleine de significations. Après les élections syndicales organisées le 2 août et 19 septembre 2013, 23 ans après, l'heure est à l'installation officielle. Ce mardi 8 juillet 2014, c'est au siège du secrétariat général à l'Urbanisme Habitat que le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme habitat, infrastructure, travaux publics et reconstruction procède à l'installation officielle de la délégation syndicale élue de l'administration sous sa tutelle. Le tout dans une ambiance bon enfant, en présence de son collègue de la fonction publique. Prenant la parole en premier, Thérèse Bafalanga, secrétaire générale à l'urbanisme et habitat, loue les efforts déployés par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila dans la relance de l'administration, courroie de transmission entre l'employeur et les travailleurs. Jean-Claude Kibala met un accent particulier sur les respects des règles qui régissent un syndicat. Le ministre de la fonction publique saisit cette occasion pour prodiguer des sages conseils aux différents élus. Le premier élément, c'est ce que nous lie les syndicats à l'employeur que je représente, l'État congolais, c'est les statuts. Dans les statuts, vous avez vos obligations et vos droits. Exactement, votre rôle, c'est de vérifier non seulement que vos droits sont respectés, mais de vous assurer aussi que les obligations sont respectées. L'administration est la cheville ouvrière de l'action gouvernementale. Fridolin Kassushi-Moussoka le sait. Le ministre en charge de l'urbanisme habitat, infrastructure, travaux publics et reconstruction ne manque pas de rappeler à ses délégués élus l'importance d'un syndicat de production et des participations. La situation générale du pays exige à tous, employeurs et travailleurs, des sacrifices énormes à consentir, d'où l'importance d'une prise de conscience collective. Et pour y parvenir, le ministère a besoin d'un syndicat de production et de participation. L'installation officielle terminée, c'est parti donc pour un mandat de 3 ans pour ces différents délégués élus des syndicats du ministère en charge de l'urbanisme habitat, infrastructure, travaux publics et reconstruction.
Pour attirer des fonds extérieurs destinés à financer le système amélioré d'inventaire des émissions du gaz à effet de serre, un atelier a été ouvert dans le cadre du processus des mesures nationales d'atténuation de ces effets. C'était la levée de la suspension de ce processus décidée en avril dernier. Il s'agit de l'analyse de parties prenantes, les acteurs publics, privés et de la société civile qui améliorent ici leurs connaissances en procédure et contrôle de qualité, l'amélioration du système d'archivage et renforcement des capacités pour des inventaires approfondis des pollutions atmosphériques qui renforcent l'effet de serre et entraînent un réchauffement climatique préjudiciable à l'environnement. Que cette population, en prenant conscience, essaie de voir comment changer de comportement si des alternatives lui sont offertes. Parce qu'il ne suffit pas de condamner quelqu'un qui a brûlé son champ pour faire du fumier, etc., etc. Mais il faut lui donner d'autres alternatives. Et c'est à l'État et à nous, ensemble, de nous imaginer quelles sont les alternatives qu'on donne aux paysans pour ne pas brûler les champs ou la forêt et comment assurer que les émissions sont moindres par rapport aux activités journalières d'un chacun. Les données socio-économiques nécessaires à intégrer dans un nouveau système amélioré et durable d'inventaire de gaz à effet de serre en cours de conception selon les spécificités de chaque domaine concerné qui appellent en même temps un changement des comportements de la population sur la gestion des déchets, la conservation des forêts et l'exploitation des énergies propres. C'est de la responsabilité des gouvernants, de ceux qui dirigent le pays, de connaître en fait quel est l'état de l'environnement de notre pays, combien nous émettons, tout ça. Ce n'est pas seulement l'obligation que nous avons au niveau de la Convention, mais il faut que nous sachions, l'État doit connaître combien il émet. Est-ce que le pays est une source ou est un puits? Il est, je pense, indispensable que nos autorités fassent connaître à notre paysan quelle est sa part de responsabilité dans ce qu'il fait sur les troubles climatiques. L'augmentation de la production et de la consommation d'énergie due au développement des industries, des transports et du bois ainsi que les dérivés du pétrole entraînent d'importantes émissions de gaz à effet de serre qui nécessitent un recensement détaillé pour toute éventualité sur leur atténuation. Le secteur des hydrocarbures de la République démocratique du Congo est confronté à de multiples contraintes et nécessite une intervention pour la relance économique du pays. C'est ce qui ressort de l'atelier sur la revue sectorielle du document stratégique de la croissance pour la réduction de la pauvreté DCRP2, exercice 2012-2013, organisé par le ministère des hydrocarbures. Le ministère des hydrocarbures s'engage à booster la croissance économique de la République démocratique du Congo. Une option réalisable grâce aux ressources naturelles, notamment des bassins sédimentaires de la cuvette centrale qu'il faut réellement transformer en richesse. Ces points justifient l'importance de l'atelier qui a réuni les cadres du ministère des hydrocarbures, du plan et celui des finances autour de la revue du document stratégique de croissance pour la réduction de la pauvreté, DCRP en sigle, exercice 2012-2013. L'aval pétrolier comporte également des opportunités qui, une fois réalisées, permettront à la République démocratique du Congo d'atteindre le double objectif, d'une part, celui de l'approvisionnement suffisant de l'ensemble du pays en produits pétroliers et d'autre part, celui de canaliser vers le trésor public les recettes fiscales générées à travers tout le territoire national. Après avoir relevé les différentes contraintes qui gangrènent le secteur des hydrocarbures de la République démocratique du Congo, les participants ont formulé quelques recommandations. Nous avons remarqué que le secteur des hydrocarbures a été ignoré, n'a pas été financé soit par le gouvernement suffisamment ou par les partenaires techniques et financiers. C'est par rapport à ces préoccupations que nous avons jugé utile de faire des travaux préparatoires qui ont abouti à la cérémonie de ce soir. Qu'est-ce que nous attendons du gouvernement? C'est d'appuyer le secteur des hydrocarbures qui est un secteur très stratégique et très important pour notre pays. Ces assises organisées par le ministère des hydrocarbures entrent dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG en sigle, dont les points de convergence visent à faire de la RDC un pays émergent en 2030.
Revenons au M23 dont les membres ont été amnistiés. Comme annoncé plus haut, il y a probable réorganisation du mouvement en tant que parti politique à partir de l'Ouganda, tel que confirmé ce matin par les colonels Prosper Bass lors du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Il faudra tout simplement retenir une chose, c'est l'esprit de ce rapport. C'est la possibilité d'une probable réorganisation du M23, mais pas dans la réalité comme étant quelque chose qui est déjà fait, qui est avéré et qui est en train de se dérouler. C'est que le M23 en tant que groupe armé n'existe pas pour avoir mis fin justement à ça. C'est peut-être un mouvement parce qu'ils ont signé des accords pour disparaître définitivement comme un groupe armé et la possibilité éventuellement de se réorganiser en tant que mouvement politique ou etc. Donc le général considère qu'il faut faire la distinction entre l'esprit d'un rapport et la réalité. Donc des possibilités de réorganisation ont été rapportées dans ce document-là, mais dans la réalité, aucune indication précise n'est à la disposition de la force. D'autres points d'actualité sont à découvrir dans cette édition du journal à travers les lignes. Taxe non à l'État, Ligablo exclut les phares. Une nouvelle dynamique semble née du côté des décideurs politiques congolais face à la prolifération des taxes dans l'espace économique, industriel, administratif, social et culturel national. Il a fallu la grogne des armateurs et l'asphyxie des ménages de Kinshasa par l'emballement des prix des denrées de première nécessité produites localement pour faire bouger les lignes. Si l'État congolais s'investit franchement dans la voie de l'assainissement des taxes et de la neutralisation de petits malins qui s'enrichissent impunément sur son dos, il pourra dégager davantage des moyens pour son développement. Le challenge de la création des richesses et de la modernisation du pays est à ce prix. La prospérité annonce le congrès de l'UNC au cours duquel les vendeurs des journaux sont pour une résolution contre les brimandes policières à l'approche de l'ouverture des travaux du 8e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo prévu du 19 au 21 juillet prochain dans les locaux de Caritas Congo à Barumbu. Les vendeurs des journaux de la ville de Kinshasa sollicitent la prise en compte par ce forum de l'adonne brimande policière dont ils sont victimes dans l'exercice de leur métier de la part de services de sécurité. Ils veulent cette fois faire entendre leur voix pour que les congressistes de l'UNPC en discutent et alignent dans les conclusions une résolution plaidant leur cause auprès du ministère de l'Intérieur.